Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir au premier webinaire de la rentrée de Perial Asset Management. Nous avons choisi de mettre en avant aujourd'hui PF Grand Paris, qui est une SCPI emblématique de Perial Asset Management, qui a une belle dynamique de collecte et de performance, et puis aussi qui fait preuve de résilience dans cette période troublée. Alors, pour animer le webinaire avec moi, vous avez effectivement trois intervenants. Loïc Hervé, qui est effectivement patron de la gestion immobilière, directeur général délégué de Perial Asset Management, qui fera un point sur les fondamentaux du marché du Grand Paris. Puis Anne-Claire Barbery, responsable RSE et innovation du groupe Perial, qui nous fera un point sur la stratégie d'investissement responsable au sein de Grand Paris. Et enfin, Yann Vidcock, directeur du Fund Management, qui effectivement analysera aujourd'hui le portefeuille et les résultats en termes de gestion. Je voulais également effectivement vous rappeler le positionnement et les quelques chiffres clés concernant Perial Asset Management, qui est une maison qui existe depuis plus de 50 ans. Nous avons aujourd'hui 4,3 milliards d'actifs sous gestion. Et des chiffres intéressants, c'est bien sûr 85% de bureaux aujourd'hui dans le portefeuille et 82 millions d'euros aussi d'investissements immobiliers signés depuis janvier 2020. Donc, effectivement, une belle dynamique qui continue. Pour vous rappeler le positionnement, sur la slide d'après, le positionnement de PF Grand Paris, qui vous permet d'investir dans le plus grand marché de bureaux en Europe et le troisième au monde, et qui permet aussi d'avoir un investissement axé sur les actifs de bureaux les moins risqués, dans des marchés locatifs les plus solides. Vous avez les résultats aujourd'hui historiques. Il faut savoir que PF Grand Paris, qui s'appelait avant PF1, est la plus ancienne SCPI du marché, puisqu'elle a été créée il y a plus de 50 ans. Et vous avez un TRI 15 ans de plus de 9% et un TDVM 2019 de 4,38%. Je voulais également aussi remercier les conseillers indépendants qui ont voté pour cette SCPI. On a reçu hier le vote de la meilleure SCPI de victoire de la Pierre Papier 2020 concernant PF Grand Paris. Plus de 300 CGP ont voté pour PF Grand Paris. Merci à vous. Ça va effectivement témoigner de votre confiance dans notre gestion. Je vais laisser la parole tout de suite à Loïc Hervé sur les fondamentaux du marché du Grand Paris dans un contexte qu'on voit actuellement. Merci. Merci Marie-Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les fondamentaux du marché du Grand Paris, je vais rester sur la slide précédente. Antoine, d'abord pour vous redonner 2-3 éléments qui nous semblent extrêmement importants pour PF Grand Paris. Et Marie-Claire vous l'a rappelé, nous sommes sur le premier marché de bureaux d'Europe avec près de 55 millions de mètres carrés. Le deuxième point, c'est que le projet du Grand Paris Express se poursuit malgré la crise du Covid. Je vous rappelle, 200 km de ligne automatique de métro, 68 gares. C'est tout simplement le plus grand projet urbain d'Europe aujourd'hui et qui n'a pas pris de retard significatif à la livraison, notamment de la construction des lignes 15 Sud qui sont actuellement plutôt bien avancées. Un autre fondamental, mais lui qui relève de l'immobilier dans son ensemble, on peut le rappeler d'ores et déjà, les taux d'intérêt sont excessivement bas et vont se maintenir très très bas. Donc c'est un contexte très favorable globalement à l'immobilier avec des spreads très forts. Avec néanmoins, on le verra sur la partie investissement juste après, un marché qui est en train de se segmenter significativement entre les produits corps d'un côté dont les taux ne baissent, sont relativement stables, on va dire, et des produits value-add, là pour le coup, dont les taux sont en train de manifestement remonter. Le quatrième point, c'est que le marché locatif est très sain, on va le voir juste après. C'est un marché qui se décompose néanmoins en deux parties, avec une partie qui fonctionne très bien et une autre qui est un petit peu plus compliquée. On rentrera dans la nuance. Et puis enfin, le dernier fondamental qui est clé, c'est que la demande locative, elle reste importante. En revanche, elle se concentre sur certaines parties du marché et certaines parties d'actifs. Et donc, il faut qu'on soit très attentif à nos positionnements. C'est tout l'objet de la stratégie de PF Grand Paris aujourd'hui. Alors, je viens maintenant au marché locatif.
Sur le marché locatif, vous avez tous entendu qu'effectivement, la période du Covid est globalement très compliquée pour la demande placée. Elle est en retrait très significatif. Ce qu'il faut noter, et ce qu'on constate très fortement en septembre dans les premiers chiffres qui sont publiés et que je vous donne à voir actuellement, c'est que c'est essentiellement le marché des plus de 5000 mètres carrés qui s'est effondré à moins 75%. Autrement dit, les très gros preneurs aujourd'hui sur les gros porteurs ont différé leur décision de prise à bail et c'est donc ce marché qui souffre particulièrement. C'est important de le souligner puisque PF Grand Paris n'a pas à commercialiser ce type de surface aujourd'hui. On est plus sur des petites et moyennes surfaces actuellement en cours de commercialisation et le marché fonctionne plutôt mieux. Vous voyez également que les anticipations des brokers sont prudentes, mais montrent quand même une remontée en 2021 de 7% du take-up globalement en Île-de-France. Donc, c'est une dynamique qui a été stoppée au deuxième trimestre, qui redémarre d'une façon un petit peu poussive au troisième, au quatrième trimestre. Côté PF Grand Paris, encore une fois, nous avons continué à louer sans grande difficulté avec un taux d'occupation réel de nos actifs. Yann Vidcock vous en parlera après, qui reste très élevé, très significatif. Je passe ensuite toujours sur le marché locatif, sur la vacance locative, pour vous confirmer qu'effectivement, elle est globalement remontée. En revanche, et je pense que cette slide est importante, l'Île-de-France, vous le voyez globalement, donc c'est sur la partie droite, était à un niveau très bas de vacances locatives avant de rentrer en période de crise, à 4,5%. Donc les fondamentaux du marché étaient très bons et nous projetons à fin 2020 une remontée à 5,5% de vacances locatives sur l'Île-de-France, ce qui reste très faible. Après, quand on regarde dans le détail, vous voyez que Paris Centre-Ouest fonctionne très bien, qu'une des remontées significatives, et je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est la Défense, qui remonte en vacances locatives. Alors pourquoi ? Essentiellement pour une problématique de moyenne régulation des permis de construire qui a abouti à des livraisons massives sur le TM3. PF Grand Paris n'est pas exposé sur des tours à la Défense aujourd'hui, donc nous ne subissons pas cette typologie de vacances. Après, vous avez des remontées un petit peu sur tous les segments de marché, mais à noter que notamment la première couronne sud, dans laquelle nous cherchons à investir significativement aujourd'hui, se porte très bien. Et justement, pour faire un petit focus sur les équilibres et les tensions en matière de demande locative en Île-de-France, la partie qui est plutôt en suroffre aujourd'hui, c'est la partie nord et la partie la Défense, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. En revanche, vous voyez que nous sommes toujours en sous-offre et d'une façon très significative dans Paris, quartier central Affaires, toute la partie ouest, Paris sud, toute la boucle sud et toute la boucle est. Et c'est sur ces zones-là que nous concentrons notre effort en termes d'investissement aujourd'hui, clairement, puisque toutes les opportunités qu'on peut capter sur ces secteurs-là permettent d'avoir des opportunités locatives très intéressantes. Et vous voyez que globalement, le marché parisien, y compris sur la partie sud et sur la partie nord-est, est tout à fait à l'équilibre. Donc le marché est sain, il n'y a pas de suroffre, sauf sur la Défense, effectivement, qui va mettre à peu près 2-3 ans à absorber les livraisons. Et sur la partie nord, et la partie nord, en fait, rentre en concurrence avec la Défense puisque les niveaux des mesures d'accompagnement s'est relevé, ce qui fait que aujourd'hui, des produits de la Défense peuvent être commercialisés à des niveaux de loyer qui rentrent en concurrence avec ces zones-là. Si on passe à la demande, cette fois-ci à l'investissement, vous voyez que les demandes… Alors, il y a deux choses. Là, vous avez une décomposition par zone géographique en Île-de-France qui montre quoi que de la demande à l'acquisition sur Paris Centre-Ouest et le Croissant Ouest et la première couronne et une relative désaffection de la deuxième couronne et de la Défense.
On peut le coupler également, cette analyse, avec une segmentation des produits entre le core, donc vraiment le produit prime bien situé de qualité, et le core plus value-add. Très clairement, on a un spread qui est en train de se créer d'une façon assez importante avec cette double analyse de l'emplacement et de la qualité de l'actif. Et j'ajouterais même de la qualité du locataire et de sa capacité de résilience dans la période de crise que nous traversons actuellement. Et c'est la combinaison de ces facteurs qui fait que aujourd'hui, nous constatons à l'heure actuelle sur le marché, ça devrait être confirmé par les experts en fin d'année, une solidité des produits corps dont les valeurs ne baissent pas, voire même continuent dans certaines zones à augmenter. Et en revanche, un relatif repricing sur les actifs les moins bien situés et de qualité moins importante. C'est clairement nous ce qu'on avait anticipé depuis plus de 3 ans sur notre politique d'acquisition et d'arbitrage des actifs. Nous avons arbitré dans les zones secondaires, nous avons acheté dans les zones, en particulier en première couronne, dans les zones mixtes, très demandées par les preneurs aujourd'hui, de façon à anticiper ce mouvement qui existait avant crise, mais qui était un petit peu noyé et qui s'est fortement accéléré avec le Covid. Alors justement, je parlais de ce Covid, donc quel est l'impact sur l'immobilier entreprise? Si on va place slide suivante, on en a déjà un petit peu parlé au premier semestre, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on avait évoqué se confirme complètement. La demande locative aujourd'hui se concentre sur les actifs qui présentent un niveau de service, un niveau de flexibilité, tant sur les contrats de location que sur la structure des bâtiments, d'une façon très significative. Donc aujourd'hui, il faut qu'on anticipe des bâtiments de grande qualité, très flexibles, avec une offre très flexible pour les clients, et nous allons capter avec ce type de bâtiment sans difficulté la demande locative qui est toujours là, mais qui se concentre sur ces actifs. Le deuxième point, Anne-Claire vous en parlera juste après, c'est que la sobriété environnementale est plus que jamais nécessaire, et toutes les relances et les plans de relance aujourd'hui des différentes industries se concentrent sur cet objectif de décarbonation. Donc, nos actifs doivent être exemplaires et répondre à la demande de nos clients pour qu'ils puissent les intégrer très clairement dans leur bilan carbone. Le troisième point, et il va faire écho au sujet du télétravail, c'est le besoin renouvelé d'interaction sociale. Très clairement, pour faire revenir les collaborateurs au bureau par rapport au home office, il faut proposer des qualités de bureau qui vont permettre aux collaborateurs de créer, de se développer ensemble. Et très sincèrement, c'est pour nous une véritable conviction de l'essence même du bureau, de pouvoir faire société, de pouvoir développer, je dirais, les stratégies des entreprises. Le bureau est plus que jamais nécessaire et on ne croit absolument pas à sa disparition. Il est de plus en plus demandé dans des secteurs mixtes de métropolisation et très bien situés sur les nœuds de transport en commun. Et c'est sur cette demande locative qu'il faut qu'on se concentre. Et donc, on l'affirme encore dans cette slide, l'attractivité renforcée des métropoles. Nous, c'est vraiment ce qu'on constate en sortie de crise. C'est ce que nous demandent nos clients, nos demandes locatives. Nous avons 1500 clients avec qui nous avons noué un dialogue extrêmement fort pendant la période de crise, puisque bien entendu, nous les avons très fortement accompagnés dans le redémarrage de leur activité post-confinement. Et donc, on a vraiment de nombreux signaux qui nous confirment que ces éléments-là sont très importants. Je viens sur le sujet du télétravail. On lit beaucoup de choses sur le télétravail. Alors, nous, on s'est associé à Ipsos pour réaliser effectivement différentes études. Donc, aujourd'hui, ce qui ressort, ce que nous affirment nos clients, ce qui affirme et ce qui est confirmé par cette enquête avec Ipsos, c'est globalement le télétravail se développe dans au moins la moitié des entreprises, sur des jauges compris entre 1 et 2 jours quand même, essentiellement, mais que globalement, tout le monde s'accorde à dire sur le fait que le télétravail ne va pas remplacer les immeubles de bureaux. Alors, il y a quelques contre-exemples qu'on peut lire à droite à gauche avec quelques preneurs qui veulent aller beaucoup plus loin sur le sujet du télétravail. L'immense majorité de nos clients
sont soit sur pas de télétravail, soit sur une journée, soit sur 2 jours. Et on va, si on va slide suivante, vraisemblablement arriver sur à peu près 1 jour et demi de moyenne de télétravail. Alors, la grande question qui est posée, c'est de se dire qu'est-ce que ça induit en réduction de surface. C'est très dur d'imaginer une corrélation purement mathématique, mais on pense aujourd'hui qu'une journée et demie de télétravail, ça ne devrait pas avoir un impact de plus de 10 à 15% sur les surfaces globalement. Donc, je veux le remettre dans le contexte. Contexte de l'Île-de-France, on a 55 millions de mètres carrés. Si de moins, d'une façon progressive par rapport au break, il y a une libération de 5 à 7, 8 millions de mètres carrés, il y a encore un taux d'occupation des bureaux qui est très largement supérieur à 90%. Si on le couple avec le fait que PF Grand Paris est concentré justement sur les zones où la demande est tendue aujourd'hui, on ne pense pas que le télétravail va avoir un impact très significatif sur les performances de PF Grand Paris. Pour conclure sur cette partie de marché locatif, donc réaffirmer nos convictions. Clairement, il faut qu'on soit agile par rapport à ce contexte-là. Donc, on ne peut pas s'endormir en termes de société de gestion. Il faut qu'on soit très dynamique sur nos acquisitions, très dynamique sur nos cessions d'actifs, également sur les redéveloppements d'actifs. Perial Asset Management, je pense, est une des sociétés de gestion qui screen en permanence les droits à construire et les redéveloppements potentiels sur les actifs pour les repositionner au mieux et les coller à la demande locative. Donc, on va poursuivre ces investissements ciblés dans les zones de marché que nous pensons être celles qui vont être désirables pour les 3-4 ans à venir pour les preneurs qui vont vouloir bouger. Et on va continuer, mais on l'a déjà fortement réalisé ces 3 dernières années, à se désengager de zones secondaires qu'on estime se projeter plutôt modérément sur le marché locatif dans les années qui viennent. Avec, et Anne-Claire va vous en parler juste après, une gestion environnementale proactive. Nous développons clairement la stratégie que nous avons développée avec succès sur PFO2, sur PFGP aujourd'hui. Je laisse la parole à Anne-Claire pour vous décrire cette stratégie. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Loïc. Alors, fort effectivement de nos convictions, nous nous sommes fixés en fait des objectifs très ambitieux à horizon 2030 à l'échelle du groupe et en particulier pour Perial Asset Management. Et donc, c'est l'objet de notre programme Perial Positive 2030 qui s'articule autour de 3 piliers. Le pilier du climat pour valoriser le patrimoine immobilier, le rendre vertueux et résilient. Le pilier de la communauté pour rendre le patrimoine créateur de valeur à la fois pour nos locataires, nos partenaires, nos investisseurs et nos épargnants. Et enfin, sur le pilier territoire pour participer à la dynamique économique de manière pérenne sur les territoires dans lesquels le patrimoine est implanté. Et donc, ce programme-là vise à améliorer le patrimoine des fonds gérés par Perial Asset Management sur 12 thématiques qui sont réparties sur ces 3 piliers et donc qui fixent des objectifs à horizon 2030. Alors, concrètement, comment on fait pour arriver à atteindre ces objectifs ambitieux? Alors, plusieurs éléments, grâce d'abord à des méthodologies et à des outils qu'on a pu définir en interne et éprouver, notamment, comme le disait Loïc, sur PFO2, outils qui sont alignés sur les meilleures pratiques. On a défini une grille de 60 critères ESG qu'on a créé en interne, mais qui est alignée aussi sur les critères du label ISR, grille qui est utilisée dès la phase de préacquisition et tout au long de la vie de l'actif dans le portefeuille. On a également défini et mis en place des outils digitaux en matière de collecte de données énergétiques de manière automatique et d'outils d'analyse de données ESG à l'échelle du portefeuille. Alors, ces outils sont aussi pilotés et maîtrisés par une équipe en interne qui gère le patrimoine en matière de performance ESG avec une forte expertise sur la thématique environnementale acquise grâce à PFO2, encore une fois, depuis 2009. On se fixe également des objectifs ambitieux de labellisation ISR à moyen terme sur l'ensemble des fonds gérés par Perial Asset Management. Et toute cette ambition-là, tout ce travail-là est aujourd'hui déjà reconnu et validé par des tiers, puisque Perial Asset Management est certifié à la fois ISO 9001 pour la qualité, ISO 50001 pour sa gestion
de l'énergie appliquée à PFO2, mais qu'on applique aussi sur PF Grand Paris. Et enfin, notre stratégie d'investissement responsable est évaluée à la note de A dans le cadre des principes pour l'investissement responsable, les PRI, qui est une démarche pilotée par l'ONU et qui atteste donc de la qualité et du sérieux de nos méthodologies, de nos stratégies opérationnelles que nous mettons en place pour la gestion ESG de nos fonds. Alors, sur la prochaine slide, donc vous l'avez compris, notre stratégie d'investissement sur PF Grand Paris prend en forte considération la localisation et l'environnement socio-économique des actifs. Et donc, je voulais également indiquer, nous avons développé en interne une grille de 60 critères ESG qui balayent à la fois des critères en matière environnementale, en matière sociale, sociétale et en matière de gouvernance. Je vous donne un exemple du résultat qu'un des critères peut donner pour PF Grand Paris. À date, c'est 75% du patrimoine de PF Grand Paris qui est situé dans un environnement socio-économique très dynamique et que l'on a évalué grâce à un outil qui est disponible en open source, qui s'appelle le Walk Score et qui note de 0 à 100 les adresses en fonction de l'accessibilité à pied, d'offres de restauration, des commerces, de services, de lieux de loisirs, de parcs également. Et donc cet indicateur bénéficie et participe à l'attractivité des bâtiments, surtout dans le contexte actuel où finalement on a besoin de montrer et d'accueillir les locataires dans un contexte à la fois au sein du bâtiment et à proximité qui soit le plus dynamique possible. De manière générale également, on est en lien avec nos locataires pour leur faire bénéficier de services complémentaires au sein de leur bâtiment. Et donc, toute cette stratégie d'investissement responsable, elle se traduit également en matière de performance financière. Et à ce titre, je vais laisser la parole à Yann pour développer le sujet. Merci Anne-Claire. Donc, on va passer sur les performances financières. Donc, PF Grand Paris est une SCPI aux performances très solides. On l'a vu depuis plusieurs années, depuis sa réouverture en 2018, en 2017, vous voyez qu'on a augmenté systématiquement la part tous les ans, entre 4,9% et 3,7% et 4,3% cette année. Et nous avons augmenté également les dividendes tous les ans, puisque nous sommes partis à la réouverture avec un dividende de 20 € par part et nous avons versé l'année dernière un dividende de 22 € par part. Nous verrons que sur le dividende, nous verrons ça un peu plus tard, mais nous verrons que nous sommes très confiants sur le dividende que nous pourrons verser en fin d'année. Et c'est aussi une SCPI qui dispose de beaucoup de réserves, comme vous pouvez le voir, puisque en fin 2019, nous étions à 108 jours et à la fin du premier semestre, nous sommes même un peu plus élevés que ça, à 111 jours de report à nouveau, et donc des réserves qui pourront être bien utiles en cas de besoin. Sur la valeur de reconstitution, nous avons toujours eu une approche prudente, comme vous pouvez le voir, puisque la valeur de reconstitution est aujourd'hui à 570 € par part. La valeur de reconstitution, je vous le rappelle, c'est les valeurs d'expertise augmentées des frais pour reconstituer le patrimoine de la SCPI. Elle a augmenté cette valeur d'expertise de 4% l'année dernière. C'est pour ça que nous avons procédé à une augmentation de prix de part au 1er mars de 4,3%. Et vous voyez que malgré cette augmentation du prix de part, nous restons avec ce prix de 532 € par part, bas dans le tunnel de valeur de reconstitution. Je vous rappelle que réglementairement, le prix de la part d'une SCPI doit se trouver entre moins 10% et plus 10% autour de la valeur de reconstitution, et qu'aujourd'hui, donc, on a une marge de plus de 15% de baisse de valeur possible avant de sortir de ce tunnel et donc avant de devoir baisser la part. Aujourd'hui, sur les actifs typiques de PF Grand Paris, on ne s'attend pas à des baisses de valeur en fin d'année. Les appels d'offres qui se sont passés pendant l'été après le confinement ont montré que les valeurs continuaient à augmenter sur les actifs bien situés et bien loués. Ce qui est de plus en plus important, bien sûr, c'est l'analyse locataire.
Et effectivement, sur ce genre d'actifs, on a vu des appels d'offres avec 12 à 15 offres pendant l'été et avec des taux de rendement qui continuent à baisser. Et donc, les experts vont forcément prendre acte de ces changements et il n'y a pas de raison de voir d'évolution de valeur significative. Les baisses de valeur, s'il y en avait, seraient plutôt sur des actifs d'autres typologies comme le commerce ou des actifs mal situés et mal localisés. Mais la constitution du portefeuille de PF Grand Paris fait que nous sommes plutôt confiants sur la fin d'année. Vous pouvez voir sur la slide suivante d'ailleurs la répartition de ce portefeuille et vous voyez que il n'y a que 18% du portefeuille de PF Grand Paris qui se situe en deuxième couronne. Au-delà, tout le portefeuille se situe soit dans Paris intramuros, soit sur la première couronne, donc sur des localisations très bonnes. Et également, vous voyez qu'on est maintenant à 94% de bureaux à la fin du premier semestre, et donc une SCPI qui a des actifs très robustes. Sur les investissements faits depuis le début d'année, on a continué à faire des investissements, ces investissements qui avaient été initiés juste avant le confinement et qui ont pu se poursuivre, des investissements très sécurisés comme vous pouvez le voir, un investissement à Rueil-Malmaison sur un immeuble qui a été restructuré intégralement il y a 2 ans, qui dispose de beaucoup de services et qui est au pied du RER. Il est loué à 100% à plusieurs locataires de renom comme la Matmut par exemple ou comme Néopost, donc des locataires solides. Donc un bel actif pour PF Grand Paris et plusieurs étages d'un immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, immeuble très sécurisé. Vous savez que chaque année, on essaye d'acheter un actif très, très sécurisé et sécurisant pour constituer un fonds de portefeuille très solide pour PF Grand Paris. Donc, cette année, il s'agit de l'actif rue du Faubourg Saint-Honoré. L'année dernière, si vous vous souvenez, on avait acheté un actif juste à côté de la place des Ternes, un petit hôtel particulier. Voilà, c'est des locataires, c'est des actifs qui se louent très bien et qui sont toujours très recherchés aujourd'hui dans le centre, ce qu'on appelle le quartier central des affaires de Paris. Vous voyez une collecte qui a été très bonne également, puisqu'on a fait un peu moins de 95 millions sur le premier semestre et qui est déjà quasiment investi, sachant que nous sommes en exclusivité aujourd'hui sur un immeuble situé sur la première couronne sud de Paris pour un peu plus de 30 millions. Et également pour un autre petit étage de l'immeuble du Faubourg Saint-Honoré pour 8 millions d'euros. Donc la collecte est d'ores et déjà investie. Et donc ça, c'est une bonne chose pour les performances de PF Grand Paris. Sur le taux d'occupation, comme nous vous l'avions dit avant l'été, le taux d'occupation du T1, qui était le TOF de taux d'occupation financier, qui était faible, était dû aux franchises qui tombent souvent pour nous sur le premier trimestre. On vous avait dit que ça remonterait. Effectivement, vous voyez qu'on est quasiment à 90% de TOF. Et surtout, une très très bonne nouvelle, c'est qu'on a un taux d'occupation réel qui avoisine les 94%. Et ce taux d'occupation réel n'a jamais été aussi élevé sur PF Grand Paris depuis plus de 15 ans. Donc vous voyez que malgré le Covid, il nous reste un petit stock de 4% de franchise, mais qui est dû à la forte activité locative de la SCPI depuis 2 ans. Donc, on est sur une SCPI qui a une très, très belle dynamique en termes d'occupation, avec ce taux d'occupation réel qui est au plus haut depuis très longtemps. Et enfin, une durée résiduelle ferme des baux qui est de 2 ans et demi. Contrairement à nos autres SCPI, c'est une SCPI sur laquelle le but est d'avoir un mouvement de locataires régulier, puisqu'on est sur des zones où les loyers augmentent régulièrement. Donc, il est intéressant de pouvoir aller capter cette augmentation de valeur locative. C'est un portefeuille de locataires très solide, puisque comme vous le voyez, c'était un portefeuille de 94% de bureaux et donc forcément très résilient. Le top 5 des plus gros relocataires représente 11% du loyer et nous avons aujourd'hui dans le top 10 des locataires des grandes entreprises très solides et enfin aucun loyer qui a adossé au chiffre d'affaires des locataires.
On peut aller voir maintenant les chiffres de recouvrement qui traduisent ça. Comme on le présupposait, le taux de recouvrement du 2T, finalement, c'est très bien fini puisque nous sommes aujourd'hui à 90%. Et le reste se décompose en 6,6% des loyers qui ont été décalés sur les prochains trimestres. Donc ça n'a pas d'impact sur le rendement de la SCI, la SCPI, puisque le loyer est comptabilisé. Et seulement 3% du loyer du T2 qui a été annulé, soit par des systèmes de franchise en échange de signature de baux plus longs, soit pour des annulations pures et simples quand on était dans le cadre des dispositions administratives. Donc, vous voyez que ça représente moins de 1% du loyer annuel, donc un impact très faible et surtout des locataires très solides. Comme on vous l'expliquait avant l'été, nous avons mis en place un partenariat avec la société Altares, qui est une filiale de Dun & Bradstreet, pour évaluer mensuellement la solidité de nos locataires et afin que si on constate des dégradations, on puisse être très proactif avec ces locataires. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur risque faible sur plus de 82% du portefeuille, donc un portefeuille vraiment solide et résilient. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, on peut passer à la slide suivante, nous avons décidé d'augmenter la fourchette de dividendes. Vous avez constaté dans le dernier BTI qui est paru en juillet que nous avons fait remonter la fourchette de dividendes de PF Grand Paris. Nous l'avions diminué pendant la phase de confinement puisque nous avons choisi d'être très prudents. Cependant, les perspectives de PF Grand Paris sont très encourageantes. Et donc, nous sommes repassés sur la fourchette de début d'année de 21 à 23 euros par part. Et nous sommes plutôt très confiants de pouvoir délivrer ce haut de fourchette, sachant que si besoin, nous irons piocher dans le report à nouveau, qui est, comme vous l'avez pu le constater, très conséquent. Et c'est pour ça que nous avons pu continuer à délivrer un dividende identique au deuxième trimestre, donc 5,25 € par part. Donc, des très belles perspectives de fin d'année sur PF Grand Paris, qui a su montrer sa résilience. La stratégie d'investissement dans des zones très sécurisées avec des locataires paye, puisque vous voyez que c'est une SCPI qui résiste très bien à la crise actuelle. Donc sur les conditions de souscription, rien n'a changé. Toujours 532 € par part depuis le 1er mars, avec un minimum de première souscription de 10 parts. Ce minimum s'applique bien évidemment qu'à la première souscription. Et un délai de jouissance comme pour toutes nos autres SCPI du premier jour du 6e. Et je vais donc repasser la parole à Marie-Claire pour conclure. Oui, tout à fait. Bien, en conclusion, s'il y a trois mots à retenir qui illustrent PF Grand Paris, c'est d'abord qualité des immeubles, qualité des locataires, également agilité, légèreté de la gestion qui a pu effectivement permettre de très bien résister dans le contexte actuel. Et enfin, un troisième mot, c'est résilience. Voilà. Résilience qui aujourd'hui, on a beaucoup de demandes effectivement pour délivrer aujourd'hui un rendement qui puisse être solide dans les prochaines années. Alors, on va répondre aux questions. Il y a une question effectivement sur l'immeuble du Faubourg Saint-Honoré. Yann. Oui, alors sur l'immeuble de Faubourg Saint-Honoré, donc un rendement à l'acquisition de 3,7%, comme vous pouvez voir. Et donc, effectivement, le but, c'est de jouer avec l'effet de levier de la SCPI pour aller chercher du rendement sur cette SCPI et surtout d'aller chercher de l'augmentation de valeur. C'est des immeubles qui continuent à voir leur valeur augmenter fortement. Et c'est grâce à ce genre d'acquisition qu'on a pu augmenter la part régulièrement sur PF Grand Paris depuis 3 ans, à part augmentation des valeurs d'expertise. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un mix entre vraiment des immeubles qui vont délivrer du rendement et des immeubles qui vont voir leur expertise augmenter pour pouvoir augmenter le prix de la part. C'est une stratégie qui a bien fonctionné depuis plusieurs années, puisque, si vous avez pu le constater, on est dans l'un des meilleurs TRI 50 de l'ensemble des SCPI en France sur PF Grand Paris. On est à plus de 6% de TRI 50.
qui est vraiment très très bon, dû à ces augmentations de parts. Et vous avez pu voir effectivement qu'on est sur des performances totales, donc la performance totale étant le rendement plus l'augmentation de parts, qui sont à plus de 8% depuis 3 ans. Donc c'est vraiment en achetant ce genre d'actifs et en mixant entre des immeubles qu'on peut acheter à des taux plus proches de 5% et des immeubles plutôt autour des 4%. On fait un portefeuille qui délivre ce genre de performance. Donc, c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis la réouverture et qui, pour l'instant, fonctionne plutôt bien. Sur le RAN, comment on prévoit de le distribuer aux investisseurs dans la durée? Ça va dépendre déjà du résultat de l'année. Le but, c'est déjà vraisemblablement de distribuer une partie cette année et en fonction de l'impact. Mais comme on vous l'a dit, l'impact pour l'instant est plutôt limité et donc on va le distribuer effectivement sur la durée puisqu'il est assez conséquent aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le module de questions-réponses. On n'a plus de questions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. On n'a rien qui vient. On va attendre une petite minute, sinon on va conclure. Les clés de démembrement restent les mêmes. Marie-Claire, je te laisse répondre là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Les clés de démembrement n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé. Effectivement, on pourra vous les transmettre. On pourra vous transmettre effectivement le détail de ces clés de démembrement. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Ah, une dernière question. Quelle fut la collecte 2019 sur PF1? C'est PF Grand Paris. Oui, voilà, micro. Sur PF Grand Paris, elle était de 120 millions. Vous avez mis le chiffre, mais je suis peut-être passé un peu vite. Elle était sur 220 millions en 2019. Et vous voyez que sur le premier semestre, on a déjà fait quasiment 80%, puisqu'on est à 95 millions sur le premier semestre. Donc, c'est une SCPI qui marche encore très bien. Et on n'a pas parlé des retraits, peut-être que j'en dis un mot. On a moins de retraits en 2020 qu'en 2019 sur PF Grand Paris, et d'ailleurs sur nos autres SCPI également. Donc, aucune panique suite au confinement. Les porteurs de parts sont restés très confiants dans l'objet SCPI et je pense qu'ils ont raison puisque on va réussir à démontrer cette année que dans une année très perturbée, une année unique, depuis une année complètement unique, on va délivrer sur l'ensemble de nos SCPI des performances qui seront entre 4 et 5%. Donc, pour les soubresauts économiques qu'on a vécus, je trouve que ça sera vraiment des très belles performances. Le niveau d'endettement de la SCPI, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais autour de 17 à 18% en fin de premier semestre. Donc moins de 20%. Je vous rappelle que dans les statuts, l'endettement maximal de la SCPI est fixé à 30%. Aujourd'hui, on est vigilant sur le sujet. Donc, il faut voir aussi on n'en a pas parlé, mais les banques continuent à financer et donc on obtient des très très bons taux. Alors là, récemment, on n'a pas fait d'appel d'offres sur PF Grand Paris, mais sur un appel d'offres récent sur PFO2, on a eu des taux à 1% sur 7 ans, donc en taux fixe. Donc, vraiment des très bons taux. C'est toujours très intéressant d'utiliser l'effet de levier pour aller booster les performances, puisque, comme je vous le disais, on est quand même aujourd'hui sur des actifs, on se positionne uniquement sur des actifs très sécurisés et très bien localisés. Donc, c'est des actifs où les taux sont relativement faibles et donc pour aller permettre de booster un peu le rendement, la dette est vraiment un très bon outil quand elle est utilisée raisonnablement. On n'a plus de questions. Marie-Claire, je vais te laisser conclure. Bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.
et on sera amené effectivement à renouveler l'expérience sur les autres SCPI de Perial Asset Management. Merci à tous. Merci.